Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'iPad Pro 12,9 pouces, iPad Pro de 13 pouces en fait. Pourquoi Apple nous embête à toujours l'appeler 12,9 pouces, qui arrive avec une puce Apple M1, du Thunderbolt 3 et un Pro Display XDR qu'on appelle du Liquid Retina XDR en l'occurrence, pour davantage de contraste, davantage de dynamique d'affichage. Alors cet iPad Pro, on l'a déballé vendredi dernier, donc si vous avez déjà vu le déballage, cette vidéo est chapitrée, passez directement à mes conclusions. Si vous n'avez pas vu le déballage, eh bien laissez-vous porter, ça arrive maintenant. Déballage suivant, on reste ici, on attaque l'iPad, donc même principe, hop, on tire ceci pareil, l'iPad, je pense qu'elle va vraiment me faire mal en termes de qualité, parce que c'est un iPad Pro, parce que maintenant on a un écran Liquid XDR, je vais galérer 1000 ans c'est beau. Voilà à quoi ça ressemble. Toujours ce petit plastique sur le côté. J'aime pas ce système de... Voilà, ça va, voilà. J'aime pas ça. Ça, c'est pas bien. C'est pourri. En termes d'expérience utilisateur au déballage, c'est vraiment pas glop. Le packaging est fin, je trouve ça fin par rapport à d'habitude, il n'est pas ajusté, ça aussi pareil, voilà, idem hein, mais ça vaut quand même plus de 1000 balles ce machin, et le packaging n'est pas ajusté, ici là il y a un petit écart de, ouais je sais pas, 2 mm entre le rebord et le fond de la boîte, c'est con, mais c'est pas l'habitude que nous laisse Apple généralement. iPad de 12,9 pouces, madame à la génération précédente, ce qui va me permettre de faire des tests intéressants de performance et de qualité d'écran. Pareil, on essaye d'ouvrir un petit peu proprement ceci. Bon, c'est un iPad assez standard en soi, avec la partie, les nouveaux petits connecteurs, ok. Ici, on n'a plus un USB-C, mais c'est du Thunderbolt 3, ce qui permet pour les gros bourrins comme moi de mettre par exemple un adaptateur 10 gigabits Ethernet au cul, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ça pourrait servir à quelque chose si Final Cut Pro, par exemple, existait sur iPad. À l'intérieur, toujours les petits papiers, les petites descriptions. Je suppose qu'on a des autocollants. Les autocollants, est-ce que c'est un truc qui vous intéresse? Parce que dans toutes les vidéos, vraiment à une époque, moi quand j'ai commencé il y a 15 ans à faire des vidéos, c'était « Oh mon Dieu, il y a des autocollants Apple dans la boîte ». Ça chauffait, mais vraiment, les mecs, ils se chauffaient trop quoi, sur les autocollants. Aujourd'hui, est-ce que les gens, ça les intéresse toujours ou est-ce que tout le monde s'en branle? Vous me direz ça dans les commentaires. Le petit adaptateur en USB-C qui fait, c'est du 20 watts avec un adaptateur USB-C vers USB-C. La boîte de l'iPad, elle est excessivement sobre. Il n'y a que l'iPad dedans, donc on va faire très simple. On va refermer tout ça. Hop. On va ranger et on va démarrer l'iPad ensemble. Allumage ici en haut. C'est parti. Est-ce que j'ai la sensation, après est-ce que c'est parce que je m'y attends, que le noir est plus noir derrière que précédemment? C'est juste une sensation parce que je vois quand même toujours réellement la différence entre le bord de l'écran et l'intérieur de l'écran, pas d'erreur de ce côté-là. Et je vois même des trucs qui me plaisent pas en fait. Il y a une espèce... Alors, soit c'est fait exprès, c'est peut-être fait exprès. On va slider, on va se connecter. Je vais la mettre en anglais parce que j'ai quand même un petit peu envie de jouer avec, et pas que pour vous, mais aussi un petit peu pour moi. Ça me chauffe quand même pas mal. Setup manually. Quick start, bring your current iPhone or iPad, need this iPad to sign in and setup. C'est bien ça. Hein. Et boum, aussi simplement que ça. Ça se configure depuis mon téléphone. Magnifique. Bon voilà, pareil, l'iPad est démarré. Qu'est-ce que je pense de l'écran à froid comme ça? L'écran est joli, oui. Est-ce que c'est choquant sur un écran d'accueil? Pas vraiment. On va ouvrir Apple TV+. On peut régler les notifications, c'est cool, c'est génial. On va ouvrir ci et on va regarder un trailer. Le son est barjot sur un iPad. Hein. En fait, on le sent en tenant l'iPad, c'est ça le truc, c'est que ça nous vibre dans les mains. Vraiment, les DSP sont prodigieux. Prodigieux dessus. Est-ce que... Je m'attendais à mieux. C'est bien, mais je m'attendais à mieux. Voilà. Autant sur l'iMac, je suis réellement bluffé de la qualité de l'écran. Autant sur l'iPad, pareil, pas ouf. Pas ouf. On voit clairement qu'il y a de l'éclairage sous la dalle. Les noirs ne sont pas aussi noirs que ce que je pensais. Ouais, c'est mieux, mais c'est quand même pas ça. C'est ouf, hein. L'iMac est le produit dont j'attendais le moins de trucs aujourd'hui, et au final, c'est celui qui me bluffe le plus. Et l'iPad, je m'attendais vraiment à ce que ça soit prodigieux.
Et encore une fois, non, pas... Si, il y a des moments où c'est beau, vous allez rien voir, hein, mais il y a des moments où c'est beau, à voir. Pareil, il faudra le tester, je pense que ça sera le test de lundi ou mercredi, en fonction de ce que vous allez voter dans les commentaires, et je vais faire des petits tests de performance iPad M1, c'est vrai qu'il y a un M1 dedans, iPad M1 versus iPad A12, A14, XZ, je sais plus où on en était là, la dernière, en vitesse d'exécution, etc. Mais, ouais, pourquoi? Mon premier truc, en fait, c'est, je réfléchis à voix haute, mais ma première réflexion, c'est un M1 dans un iPad, c'est cool. En l'état, ça ne sert à rien, ne nous mentons pas. Mais dans 15 jours, 3 semaines, il y a la Worldwide Developer Conference et on va nous apprendre ce qu'il y aura dans iPadOS 15, si tant est que ça soit toujours iPadOS et pas un truc hybride qui se rapproche encore plus de macOS. Maintenant qu'il y a une puce Apple M1, peut-être qu'il y aurait Final Cut Pro ou Logic et toutes ces applications professionnelles. Je vois pas pourquoi, avec une M1 et avec du Thunderbolt 3, on n'évoluerait pas sur des trucs un peu sympas comme ça. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas utilisé un iPad ou un iPad Pro. J'en ai pris mon parti en fait. À une époque, j'achetais chaque génération d'iPad parce que l'iPad est un produit cool que j'aimerais pouvoir aimer, mais qui ne répond purement et simplement pas à mon usage, à mon besoin, à la manière dont je consomme de la technologie et dont je produis du contenu ou j'utilise en fait de la technologie. Donc l'iPad depuis un peu plus d'un an, ben, c'est de côté et j'y touche plus. Avec iOS 14, avec iPadOS 14, je pensais vraiment qu'Apple avait rattrapé certaines problématiques, comme c'est le cas sur un iPhone. Le simple fait d'avoir App Library, de pouvoir mettre des widgets où on veut sur l'écran, etc. C'est super cool sur son iPhone. Et ça n'existe pas sur un iPad, non plus sur un iPad Pro. Et ça, c'est ultra bizarre. C'est la première frustration au moment où je prends l'iPad Pro dans les mains, de ne pas pouvoir naviguer, de ne pas pouvoir avoir toutes mes applications sur une page, de ne pas pouvoir mettre les widgets où je veux. Retour vers le passé en fait. Et c'est totalement con parce que l'écran de l'iPad, il est grand, il se prêterait parfaitement à cet usage. Et Apple ne l'a pas porté. Donc on se retrouve encore une fois, alors je fais des raccourcis là, mais on se retrouve encore une fois avec un iPad Pro, en l'occurrence, qui vaut plus de 1000 €, le prix d'un MacBook Air, et qui fait moins de choses qu'un iPhone. C'est bizarre, non? Quoi qu'il en soit, une des choses à garder à l'esprit, c'est que la Worldwide Developer Conference, WWDC pour les intimes, sera début juin, le 7 juin si je dis pas de bêtises. Donc on a 15 jours à attendre avant cette conférence et nul doute, enfin nul doute, Apple a tellement de fois loupé le coche sur les innovations d'iPad logiciellement parlant, d'iPadOS en l'occurrence, mais la Worldwide Developer Conference c'est début juin, mais on peut espérer qu'Apple arrive avec de nouvelles fonctionnalités logicielles pour tirer parti de toute cette puissance qu'Apple a mis dans un iPad Pro 13 pouces, 12,9 pouces, avec la puce Apple M1 et le Thunderbolt 3, pour ne citer que ça. Mais en l'état, au moment du test, ce week-end, eh ben, l'iPad Pro, ça déçoit. Simplement, ça déçoit, c'est pas à la hauteur. Si l'iPad Pro et son écran Liquid Retina XDR incluent une puce Apple M1 à l'intérieur, c'est aussi et surtout parce qu'Apple avait besoin de puissance pour piloter l'écran Liquid Retina XDR. En effet, les algorithmes d'Apple doivent traiter la matrice de LED responsable du rétroéclairage comme un écran distinct du panneau LED qui lui va afficher, du panneau LCD, pas du panneau LED, qui lui va afficher les couleurs. Donc c'est deux écrans à piloter réellement en parallèle et en parfaite synchronisation pour que l'image que vous voyez soit une jolie image. Et pour ça, pour piloter la matrice LED et le panneau LCD, eh bien, il faut de la puissance de calcul pour pouvoir faire tourner ces algorithmes d'Apple propriétaires de la meilleure des manières. D'où la puce Apple M1. Je m'attendais à voir un écran bluffant dans les zones sombres et en fait il est bluffant dans les zones lumineuses. C'est l'opposé, c'est le contraire de ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à avoir des noirs, des pixels éteints comme de l'OLED. C'est pas le cas. Par contre, on voit vraiment de la luminosité. L'écran est capable de monter à 1000 nits, c'est prodigieux. L'écran est capable de monter à 1000 nits et 1600 nits en pic comme le Pro Display XDR. C'est-à-dire que les blancs vont réellement éclairer. Et la grosse différence, en fait, elle est là avec l'iPad de génération précédente, c'est que quand vous regardez du contenu HDR, eh bien ce contenu HDR envoie l'information à l'écran de « Hey, ça c'est lumineux, vas-y,
pousse la matrice LED au maximum et réellement ça éclaire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous mettre devant un écran OLED, mais c'est le même constat, c'est surprenant et parfois désagréable quand sur un générique de film vous avez l'écran noir avec le texte blanc qui défile pour les crédits. Et bien ces quelques lignes de texte blanc sont réellement blanches et éclairent réellement la pièce, alors que le reste est très noir, le contraste est presque infini, voire infini, et ça fait un petit peu mal aux yeux sur un écran OLED. Donc là c'est un petit peu la même situation, c'est-à-dire qu'on va avoir une vraie différence de luminosité entre l'iPad Pro et son écran XDR et l'iPad Pro qui n'en a pas. Sur la vidéo c'est difficile de vous le montrer, mais on se rend compte qu'il y a des zones qui paraissent cramées, captées par l'appareil photo avec lequel je filme, mais il y a des zones qui paraissent cramées, c'est juste parce qu'en fait elles sont beaucoup plus lumineuses que mon capteur ne peut le capter ou que tout simplement l'iPad d'à côté ne peut l'afficher. Donc quand vous voyez que c'est cramé, c'est qu'en fait il y a une vraie différence et à l'œil c'est beau. Mais en dehors de ça, en dehors de ce contenu HDR, à l'usage, ben ouais, ça se vaut en fait. Un iPad Pro vaut un autre iPad Pro de génération précédente, c'est pas si délirant que ça. J'ai la sensation que c'est un peu plus contrasté, mais clairement pas la différence à laquelle je m'attendais qui justifierait d'évoluer d'iPad. Non, clairement pas. Et puisqu'on en est à parler de l'écran et du coup de la façade, en vrai je sais pas où mettre cette catégorie, je vais vous parler de Center Stage, qui est la technologie qui permet le fait d'avoir une webcam plus grand angle en avant et qui du coup va filmer très grand angle et logiciellement va cropper pour vous garder vous et vous faire centrer, vous faire évoluer en plein milieu d'une visioconférence. Alors c'est compatible avec FaceTime, c'est compatible avec Zoom, il suffit juste que les applications se mettent à jour petit à petit pour tirer parti de cette fonctionnalité qui est très cool et qui marche très bien même si ça vient juste de sortir. Zoom le fait déjà, FaceTime c'est du natif évidemment, mais encore une fois je savais pas où mettre ce truc là, on m'a demandé de le tester donc je vous en parle. Et le test de cet iPad Pro en fait m'a fait me poser beaucoup de questions. Apple a forcément des idées derrière la tête pour cet iPad Pro avec un Apple M1, avec du Thunderbolt 3, parce qu'il y a beaucoup trop d'usages possibles en fait. Il suffit que je me mette à mon bureau, je branche le dock CalDigit TS3 Plus sur lequel je branche mon MacBook Pro M1 et mon écran remonte, mon clavier souris, mon réseau, le lecteur de carte SD, tout remonte en fait, tous les ports USB, tout se branche automatiquement, comme sur un ordinateur, se branche automatiquement à mon iPad Pro. Et il y a forcément plein de choses fabuleuses à faire avec ça. Donc je peux pas croire qu'on en reste là. Il faudrait par contre que l'iPad Pro se comporte comme un ordinateur avec un écran externe, c'est-à-dire qu'on puisse faire quelque chose sur l'iPad et qu'on puisse faire autre chose sur le moniteur qui va être branché dessus, ou les moniteurs, pourquoi pas. Ou tout simplement qu'on puisse verrouiller l'écran de l'iPad et ne travailler que sur le moniteur. Là en l'état, j'ai l'iPad qui est allumé, le moniteur qui est allumé. C'est juste ridicule. Kevin, dans les commentaires de la dernière vidéo, m'a demandé de tester un fonctionnement qui se rapprocherait un petit peu de celui d'un photographe. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Vous voyez que les transferts sont incroyablement rapides, que je branche mon appareil photo directement en USB-C sur la tablette ou que je branche la carte mémoire dans le dock CalDigit TS3 Plus raccordé lui-même à la tablette. Que je copie les données du Sony A7 Mark III vers la bibliothèque photo ou vers le stockage local de l'iPad ou vers iCloud Drive ou peu importe où j'envoie ces données, ça se passe très vite, c'est naturel, c'est efficace et ça m'a ce passage-là du test m'a réellement trop chauffé. Il y a trop de potentiel, c'est vraiment fabuleux en termes de performance. Mais c'est excessivement frustrant parce que iPadOS ne fait rien d'autre de mieux que ça, en fait. On est obligé de compter sur des applications qui vont nous permettre de faire du bricolage et il faut créer des shortcuts pour copier et rajouter des trucs dans Adobe. C'est bizarre, en fait, c'est bizarre. Et on manque d'initiative d'Apple là-dessus pour dire, ben regardez, on a un device qui est réellement performant et on peut faire ça en face, les flux de production ont été revus. C'est pas le cas. Donc il faudrait vraiment un petit merge avec le macOS. Le truc qui est trop cool, c'est que quand je branche mon Sony A7 Mark III directement en USB-C sur l'iPad Pro, et bien l'iPad Pro va recharger le Sony A7 Mark III et les deux cartes mémoire remontent automatiquement dans l'iPad. Donc je les vois dans le dossier fichier, dans Files en fait, dans l'application, et je les vois également remonter dans l'application photo. Donc partant de là, je navigue comme si j'étais dans un Finder sur Mac, et ça c'est très cool. Ma conclusion en fait, c'est que tester un iPad Pro aujourd'hui, alors qu'il y a une Worldwide Developer Conference dans 15 jours, ben, ça sert pas à grand chose. L'iPad Pro d'aujourd'hui, c'est le même que l'iPad Pro que vous aviez il y a 2 mois. Elle a un meilleur écran, elle a une puce plus puissante et elle a du Thunderbolt 3, mais vous allez rien faire de plus
avec tout ça en l'état actuel des choses. La puce est plus puissante, ok, mais l'ancienne était déjà beaucoup trop puissante pour un iPad. Il y a du Thunderbolt 3, ok, mais ça débloque aucune fonctionnalité en plus que l'USB-C que vous aviez jusqu'à maintenant. Ouais, vous pouvez brancher un dock, mais vous pouviez déjà brancher certains trucs en USB-C et la bande passante de l'USB-C suffisait pour brancher un dock, un clavier, souris, un écran, etc. Donc, il n'y a pas tant de révolution que ça. Même l'Apple TV 4K qui a été annoncé et donc qu'on a testé lundi présentait davantage d'évolutions concrètes là aujourd'hui. Donc attendons de voir ce que la Worldwide Developer Conference amène pour l'iPad et l'iPad Pro, et peut-être que iPadOS débloquera toute cette puissance sur iPad. En l'état, ben, ça m'a toujours pas fait chavirer. Quand la Surface de Microsoft était sortie, les numériques avaient fait un super test, comme tous les tests de les numériques, et ils avaient conclu en disant que c'était une super tablette matériellement, mais que logiciellement elle était à la rue, et que c'était excessivement dommage, il n'y avait pas excessivement, pour une entreprise qui s'appelle Microsoft, que le logiciel soit à la rue. Et bien là, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose, mais pour Apple, sauf que ça s'appelle pas Microsoft, c'est pas AppleSoft, mais en fait, c'est dommage parce qu'on a du matériel incroyable, aussi puissant que n'importe quel ordinateur qu'Apple a renouvelé cette dernière année, avec la puce Apple M1, mais on ne peut rien en faire ou pas grand-chose. Donc, il nous reste juste à attendre iPadOS 15 qui va être présenté dans 15 jours, et à ce moment-là, j'espère que je reprendrai mon Sony A7 Mark III pour vous faire une vidéo en vous disant, ça y est, enfin, Apple a compris, on peut faire des trucs cool, il me tarde de retester l'iPad. Là, non. Je vous fais des grosses bises, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez des petits pouces vers le haut, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, et puis vous connaissez la chanson, abonnement, les petites cloches, notifications, tout ça, bon, tout le monde le dit, donc au final, plus personne le fait, mais c'est quand même important. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, ciao ciao.